Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, on est avec Caroline. Bonjour Caroline, Bonjour Justine. comment vas-tu? Très bien, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Eh ben moi aussi, je suis super contente que tu sois là pour nous parler de l'astrologie transformative. Mais avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Caroline, je suis praticienne en Ayurveda et thérapeute corporelle et astrologue védique. En fait, voilà, je pratique les sciences, la science des Védas. Donc à travers l'Ayurveda, à travers les consultations pour l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc dans mon cabinet à Amiens. Voilà, dans le Nord. Et sinon aussi, je suis thérapeute corporelle, donc tout ce qui est les massages ayurvédiques. Et puis également, j'organise pour l'Ayurveda des cures ayurvédiques, voilà, sur des temps précis, soit des dates précises où les personnes en cure privative peuvent choisir, voilà, comme bon leur semble dans l'année, ce qui leur convient. Et puis voilà, je pratique l'astrologie védique, le Jyotish, depuis quelques années maintenant. Voilà, donc tout ça pour accompagner au mieux les personnes qui souhaitent mieux se connaître, voilà, et euh, et surtout qu'ils ressentent un équilibre intérieur. C'est génial parce que c'est vraiment le but premier du Jyotish, de se retrouver. Et donc toi, c'est vrai que tu décris le Jyotish comme une astrologie transformative. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette approche transformative via l'astrologie? Oui, ben en général, c'est vrai que on a une connaissance de soi qui est assez limitée puisque déjà on se connaît par le prisme des autres en général, et donc on se connaît mal, voilà, et on se connaît aussi à travers nos conditionnements, notre éducation. On nous a dit de faire ci, de faire ça, d'être comme ci, d'être comme ça, et tout ça en fait ça nous forme une personnalité qu'on croit être notre vérité, on croit être cela. Or, voilà, on n'est pas vraiment cela. On est autre et, et, et c'est ça en fait que l'on va découvrir avec l'astrologie védique. Donc c'est par cette connaissance d'accéder au soi, à qui l'on est vraiment, quelle est notre nature profonde. Et cette nature profonde, on la retrouve aussi en Ayurveda, puisque l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, la connaissance de notre vie, que l'on voit à travers le corps, qu'on étudie à travers le corps par l'alimentation, l'hygiène de vie. Mais voilà, mais au-delà de ça, il y a toutes ces limitations, hein, nos croyances limitantes en fait, hein, qui croient que on est cela. L'ego vient bien s'identifier à ses croyances, voilà. Et voilà. Donc vraiment, le but de l'astrologie, c'est d'aller découvrir qui l'on est vraiment. Et ça, du coup, au cours d'une lecture, comment est-ce que tu arrives à déterminer, ou en tout cas à aider la personne à déterminer qui elle est réellement? Et deuxième question parallèle, peut-être que je reposerai si on l'oublie entre-temps, est-ce que cette astrologie de transformation, puisqu'elle implique, entre guillemets, une mort de l'ego, comment est-ce qu'elle est gérée, du coup, dans cette lecture? Parce que j'imagine que ce mouvement transformatif ne doit pas forcément être évident à accepter au cours de la lecture, puis après les jours qui s'ensuivent. Oui, ben, c'est vrai que donc à travers le thème, en fait, va permettre déjà quelles sont les influences qu'exercent les planètes sur nous. Voilà, hein, puisque c'est vrai, au même titre que le cycle de la pleine lune et de la nouvelle lune, auquel certaines personnes sont extrêmement sensibles, il faut savoir que aussi il y a d'autres planètes qui exercent une influence sur nous, mais on s'en rend pas compte parce que c'est pas notre culture, voilà. Donc c'est vrai que lors d'un thème, on va faire focus sur les planètes, voir comment les planètes s'articulent dans notre thème et euh, qu'est-ce qu'elles viennent nous donner comme information. Voilà. Donc déjà à travers le signe du zodiaque de l'ascendant et du signe lunaire, hein, puisqu'on est dans une astrologie lunaire, eh bien ça va déjà nous donner des indications sur notre nature profonde, qui l'on est, hein, les signes du zodiaque. Et après il y a ces influences planétaires, voilà, qui vont soit permettre, selon leur position, les planètes vont pouvoir exprimer toutes leurs qualités,
hein, puisque les planètes ont une intelligence. Il y a une divinité derrière chaque planète, et soit les planètes vont pouvoir exprimer toute leur intelligence si elles se sentent bien où elles sont, voilà, positionnées, soit elles se sentent moins bien et à ce moment-là, elles vont pas exprimer toutes leurs qualités. Et à ce moment-là, on parle de karma, hein, puisque toute planète qui est un peu entre guillemets défaillante ou qui voilà exprime le karma, c'est-à-dire les mémoires passées, les mémoires des vies passées. Et donc on va aller voir ça et on va aller voir en fait ce que la personne a ramené de ses mémoires et pour pouvoir les libérer. C'est-à-dire que rien que le fait de voir cela, d'accord, déjà ça nous permet de déculpabiliser et de dire ok, ce que j'ai vécu, puisque quand on fait un thème c'est un échange, hein, c'est pas seulement l'astrologue qui va parler, qui va faire un monologue, c'est justement c'est un échange et donc c'est vraiment de voir bon ben voilà oui voilà là il y a au niveau familial, au niveau de tel sujet, voilà il y a des choses qui se sont passées, voilà, et là en fait eh bien, tout de suite, il se passe quelque chose où l'âme, heu, ça y est, elle se sent reconnue, on se reconnaît. Et là, bon, effectivement, ça peut provoquer beaucoup d'émotions, mais il y a quelque chose qui lâche. Bon, parfois, ça peut ne pas lâcher parce que l'ego vient se mettre devant, parce qu'il y a trop de souffrance, hein. On dit toujours l'ego, l'ego. L'ego, c'est pas seulement je suis voilà, je suis un tel, je suis comme ça. C'est aussi, il faut savoir que l'ego, derrière l'ego, il y a toutes les souffrances en fait qui empêchent l'âme de s'exprimer pleinement. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment au travers de ces planètes que l'on va voir, et bien voilà, qu'est-ce qui crispe en nous, qu'est-ce qui nuit à notre bien-être. Voilà. Et ça, on le voit à travers les planètes. Et le fait de le voir, déjà, eh ben, on se reconnaît. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, c'est la première étape à la transformation. C'est reconnaître finalement le karma qui doit être vécu et Voilà. après finalement entreprendre aussi un autre chemin qui est celui que tu as mentionné, notamment du lâcher prise par rapport à ce karma. Oui, c'est reconnaître en fait, en gros, que nous ne sommes pas que ce corps, d'accord? Parce que c'est vrai que quand on vient, quand l'âme vient s'incarner, hein, puisque l'âme elle vient faire une expérience à chaque fois. Hein, il faut quand même, on signale qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais thème. Il n'y a que l'âme qui vient faire une expérience qui est plus ou moins, voilà, qui peut être parfois difficile, mais il n'y a pas de bon ou mauvais thème. Quelqu'un qui va avoir, par exemple, beaucoup de planètes avec beaucoup de karma, eh ben c'est que l'âme, elle a décidé de venir mettre le paquet dans cette vie et de régler pas mal de choses. Voilà. Euh, à l'inverse, un thème qui va être avec des planètes exaltantes, qui va avoir des bonnes forces, voilà, ok, c'est super, mais peut-être que l'âme, dans cette vie, elle va rester dans un certain confort et que il y aura pas d'évolution. Voilà. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas. Donc c'est vrai que c'est la première étape de reconnaître parce que on est quand même dans un corps qui va nous limiter. Or notre âme, elle est en chemin depuis longtemps. Voilà, hein, notre âme, elle est éternelle. Et donc à travers le thème, on va venir retrouver cette notion de l'âme éternelle. Voilà, qui elle était avant, c'est à qui elle était avant, quel est son cheminement, d'accord? Cette vie et après. Bon, on voit surtout ce qui est avant. Voilà. Et ça nous permet de, euh, de mettre une nouvelle dimension à notre vie, quoi. On n'est pas que les événements qui se passent. On n'est pas que ça. Voilà. Donc, ça permet d'élever notre conscience. Et Et c'est c'est ce qui dans nous là que permet s'opère la transformation. de... C'est ça, et c'est vraiment cet outil de transformation qui agit parce que finalement, on arrive à se reconnecter dans le moment présent, à qui l'on est au travers du thème, et du coup à vraiment mettre un regard, un œil sur ce qui doit être transmuté. C'est presque alchimique, Mm. finalement aussi un thème natal. Donc on a ce côté, on visualise ce qui doit être transformé, et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi tu donnes par exemple des upayas, des remèdes qui favorisent ou qui aident à transmuter, à transformer ce qui a été vu?
Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire, on va dire que le premier remède que je donne, c'est d'être tout le temps, enfin, d'être au quotidien en vigilance, d'accord, et d'observer cette limitation. C'est-à-dire que d'observer, parce qu'après la lecture du thème, eh bien, c'est vrai que on a mis en lumière des traits de caractère, des réactions que l'on peut avoir et qui peuvent se répéter. D'accord. Par exemple, de la colère qui survient à chaque événement bien spécifique, voilà. Et en fait, ce qui est important, enfin ce que je donne comme outil, dans un premier temps, c'est de reconnaître ses émotions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que se présente une situation et quand par exemple il y a une colère qui va monter, c'est de la reconnaître cette colère, parce que en fait cette colère, elle nous y appartient pas. Voilà, elle vient, et elle vient peut-être de d'un Mars qui est voilà, un Mars qui est aussi planète de feu, qui peut exprimer la colère. Elle vient peut-être voilà d'une mémoire. Elle vient peut-être de conflits que l'on a vécu. Donc c'est la reconnaître. Voilà, parce qu'elle nous appartient pas. Et à partir du moment où on la reconnaît, on ne s'identifie plus à cette colère. Et donc il y a un espace qui se crée. Voilà. Et je trouve que ça c'est déjà très important dans un premier temps dans le travail sur soi. Et c'est vraiment un outil de transformation. Ben forcément, je le pratique depuis quelque temps parce que c'est vrai que c'est toujours, comment dire, très important d'abord de l'expérimenter pour soi, pour pouvoir après le transmettre. Et c'est vrai que cette vigilance au quotidien, moi je dis, ça accompagne un travail personnel que l'on fait avec quelqu'un pour aller libérer les mémoires karmiques. Ça c'est aussi un deuxième outil que je donne, de contacter quelqu'un pour aller chercher les mémoires. Mais l'intervention extérieure, pour moi, est très importante, mais c'est d'abord sur soi, d'accord? Parce que on est, nous, on est les seuls à pouvoir se guérir soi-même. Mmh. Donc quand tu parles de quelqu'un d'extérieur, est-ce que tu parles du gourou? Est-ce que tu parles de quelqu'un qui serait un enseignant, un maître ou simplement Oui, mais un ça soignant? c'est très important. Ça c'est très important d'avoir peut-être un maître ou un gourou, mais tout le monde n'a pas besoin de ça. D'aller voir un énergéticien pour aller libérer les mémoires, tout ça. Tout ça c'est très important, mais pour moi s'il n'y a pas un travail sur soi au quotidien, d'accord, comme on dit en Ayurveda, hein, devenir son propre guérisseur, à la fois de son corps, à la fois de son esprit et de son âme. Eh bien, si on met pas si on commence pas des actions, pour moi le travail il est pas assez profond. Voilà, vraiment d'élever sa conscience, c'est tous les jours. Et même si on n'y arrive pas, même si on n'y arrive pas, parce que on sait que c'est pas magique et on sait que voilà, c'est pas ben des fois on dit oui voilà, oh là telle situation, ça crispe à l'intérieur. Ok, oui, ok, ça me provoque de la tristesse, de la colère. Ok, ok, c'est pas moi. D'accord, ok, mais des fois, on n'arrive pas à se sortir de ces émotions-là. C'est pas magique. Mais à force de rentrer dans cette dynamique, il y a un moment donné où on lâche prise un peu et on dit, ok, je prends de la distance. On est le témoin de ce qu'on vit. Voilà. Et enfin, pour moi, ça nous fait déjà rentrer dans notre intériorité, donc ça porte notre regard vers l'intérieur, alors qu'on est quand même dans une société où on est beaucoup porté vers l'extérieur, d'accord? Avec les Mmh. réseaux, avec voilà, on est beaucoup et là ça nous permet eh bien justement d'avoir des petits moments dans la journée qui sont très furtifs hein, où hop, on porte nos regards à l'intérieur. Et ça fait beaucoup de bien parce que on prend soin de soi déjà, voilà. Et on honore notre âme qui est là et on l'oublie pas. Ça, on va dire, c'est le premier outil. Après, effectivement, le travail énergétique pour aller libérer les karmas, parce que pour pas que, pour aller libérer, pour couper aussi quelque chose des situations qui se répètent et pour pas que ça se répercute par la suite, d'accord? Et surtout aussi, ben, si on a des enfants, tout ça, que voilà aussi le lien soit coupé et que nos enfants ne récupèrent pas parfois, voilà, du karma. Bon, voilà, même c'est pas obligatoire, mais parfois il y a du karma familial et voilà, et c'est bien de s'en occuper, quoi. Donc ça, et après effectivement, il y a les upayas avec les mantras, la lithothérapie et les yagyas. Voilà.
qui sont très importants parce qu'ils sont complémentaires, parce que tous ces moyens correctifs, hein, les upayas, c'est les moyens correctifs, eh bien, ça permet à chaque fois de se connecter à son âme, de se connecter à son essence. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Donc on a Tu veux que finalement je un détaille un peu moyen. tu veux que je détaille un peu les moyens correctifs? Bah, carrément, carrément, ce serait génial. Bah, ok. Alors, les mantras, en fait, chaque planète a un mantra. Alors, il faut savoir qu'il en existe plusieurs pour chaque planète. Hein. Si on va sur YouTube ou sur les stations d'écoute, voilà, hein, si on tape le mantra pour la Lune, on va avoir beaucoup de mantras qui sont plus ou moins longs. Donc, le moyen correctif, c'est soit de réciter les mantras ou de les écouter. Voilà. Bon, on peut les écouter, faire autre chose en même temps. Voilà, si on n'a pas le temps de les réciter, d'accord. Et puis sinon, on les récite donc avec ou sans mala. Hein. Un mala, c'est un collier de 108 pierres. Voilà, et on récite un mantra 108 fois. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Alors je précise quand même parce que je l'ai pas mentionné avant, c'est que c'est vrai qu'à la fin du thème, eh bien moi en général j'envoie un mail avec les préconisations, donc déjà avec l'enregistrement du thème, mais avec les préconisations. Voilà, donc les planètes à renforcer ou à détendre. Parce que donc il y a des planètes qui peuvent avoir effectivement ce qu'on appelle une dignité faible, c'est-à-dire qui ont ramené du karma. Et aussi, parfois, il peut y avoir des planètes trop fortes. Voilà, trop fortes. Donc, à ce moment-là, elles ont besoin d'être détendues. Voilà, et ça, c'est aussi important. Voilà. Par exemple, un Mars trop fort, eh bien, ça va donner beaucoup trop de volonté, beaucoup trop l'envie d'agir, de faire. Et ça, c'est au détriment de l'être. Donc, on va être plus tourné, les personnes qui vont avoir un Mars comme ça très très fort, vont être plus tournées vers l'action, vers l'extérieur. Et finalement, oui, c'est super parce que la personne, elle va agir, elle va être volontaire, voilà, elle va avoir toutes les qualités de Mars, elle va être passionnée dans sa vie, mais l'excès, comme en Ayurveda, c'est pareil, l'excès n'est pas bon. Donc, on va justement aller par ces moyens correctifs détendre ça, voilà. Et ce n'est pas la planète qui est trop forte ou qui est trop faible, hein. C'est l'énergie qui existe entre la planète et la personne, qui est soit trop faible, soit trop forte. D'accord? Voilà. Et par rapport à nos coordonnées de naissance, eh bien voilà, donc c'est ça, on va aller modifier cette énergie. Voilà. Donc ça c'est pour voilà, c'était le petit aparté. Donc les mantras, voilà. Donc après c'est pas la peine non plus d'aller se mettre dans une discipline très comment dire qui peut être très enfermante. Il faut s'écouter, d'accord. Donc c'est important de s'écouter et que voilà, de temps en temps on va avoir envie d'écouter le mantra, de temps en temps on va avoir envie de le réciter, voilà. À part si vraiment on a vraiment une planète qui a ramené beaucoup de karma, là on va vraiment conseiller tous les jours de réciter le mantra 108 fois ou de l'écouter régulièrement, quoi. Voilà, bon, ça c'est sûr. Mais il faut pas non plus que ça devienne quelque chose oui, d'enfermant en fait, parce que la discipline peut être enfermante aussi quand elle était en excès. Voilà, c'est toujours c'est toujours un juste milieu, quoi, parce que effectivement, on peut par tous ces moyens correctifs tomber dans l'excès et ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut se laisser aussi porter par la vie, voilà, justement, avoir ce recul, d'être le témoin de ce qui se passe et ressentir, puisque l'astrologie védique est une astrologie lunaire qui, justement, c'est le ressenti, c'est l'intuition, donc aller dans notre intelligence du cœur et se laisser porter par cette intelligence-là. Voilà. Et ça, c'est très important, enfin, à mes yeux. Donc, les mantras. Après, il y a la lithothérapie. Donc la lithothérapie, ce sont les pierres, hein, donc le pouvoir des pierres, le pouvoir et ses bienfaits. Donc chaque planète a une, deux ou trois pierres, voilà, qui lui est destinée, voilà. Donc en fait, on va porter soit un bracelet ou un mala, voilà, un mala qui avec les pierres dont on a besoin pour renforcer le thème.
ce mala, ces pierres, ça nous met en connexion avec nous-mêmes. Voilà. Donc, et donc, je fabrique les malas aussi. Voilà. Donc, je propose toujours de fabriquer le mala personnalisé si les personnes sont intéressées. Voilà. Et Donc, les ça en mantras. fonction du thème natal. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'envoie les préconisations avec le mail en disant, voilà, je vous conseille aussi, si vous le souhaitez, enfin, il n'y a jamais d'obligation, c'est le mala ou le bracelet, suivant le budget de la personne. Voilà, et ça permet de réciter les mantras, et ça permet aussi de le porter, et c'est vrai que on sent l'énergie, quoi. Une fois qu'il est activé, hein, on active toujours le mala ou le bracelet. Et ça, est-ce que tu peux nous donner des conseils? Donc déjà, quelle pierre en général tu vas recommander sans forcément, tu vois, de façon très générale? Et comment est-ce que tu actives du coup ce mala? Alors en fait, le mala, il va être constitué des pierres qui vont correspondre aux planètes à renforcer. Par exemple, si la personne, elle a un Saturne qui est un peu faible, qui est à renforcer, et puis par exemple un Soleil, voilà. Eh bien, Saturne, il y a le lapis lazuli, l'améthyste ou aussi le turquoise. Voilà. Et puis après, la pierre de soleil, ben, c'est la pierre de soleil. Donc en fait, je vais proposer un mala ou un bracelet avec ces pierres-là. Alors, soit que du lapis lazuli, ou que de l'améthyste, ou que de la turquoise, ou alors mélanger. En fait, je demande à la personne ce qu'elle préfère, parce que parfois, il y a des personnes qui ont des aversions envers des pierres ou envers des couleurs. Donc, voilà, je demande, et puis après, je fais une combinaison, voilà, plutôt à l'intuition. Et puis, il y a différentes finitions, donc soit un pompon, un pendentif, voilà, il y a différentes il y a un choix. Et puis, quand la personne reçoit son mala ou son bracelet, eh bien, elle a une feuille pour l'activer. L'activer, ça veut dire que la personne va réciter le mantra de la planète ou des planètes qui constituent son mala ou son bracelet. Elle va l'activer, elle va réciter une fois 108 fois avec son mala, d'accord? Pour activer l'énergie entre la planète et la personne, d'accord? OK. Et Donc, ce mala activé, est-ce que donc tu l'as activé pour certaines planètes, est-ce que, j'entends déjà les auditeurs poser la question, est-ce que tu peux quand même l'utiliser si un jour tu fais le mantra pour une autre planète qui ne constitue pas les pierres ou l'énergie de ton mala? ah oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'après, une fois que tu as activé ton mala, par exemple, si tu n'as que 2 planètes à activer, bon, comme chaque jour de la semaine correspond à une planète, donc par exemple, si c'est un mala pour Saturne et le Soleil, eh bien, la personne, elle va réciter 108 fois le mantra pour Saturne le samedi, puisque le samedi, c'est le jour de Saturne, et puis le dimanche, c'est le jour du Soleil, Surya, et donc la personne, elle va réciter 108 fois le mantra pour le Soleil. Après, elle pourra porter son mala parce qu'il sera activé. Et son mala, il va pouvoir servir à réciter n'importe quel mantra de n'importe OK. quelle planète. Voilà. Et de n'importe quelle divinité aussi, j'imagine? Et de n'importe quelle divinité. Si la personne, elle veut réciter aujourd'hui, c'est le jour de Ganesh. Si la personne, elle veut réciter le mantra pour Ganesh aujourd'hui, eh ben voilà, le mala est un outil après pour réciter les mantras. Mais avant, voilà, il y a ce travail d'activation. OK, super. Alors c'est bien de le mettre au clair pour pas du coup que nos auditeurs ils se disent: «OK, voilà, il faut absolument que je fasse que Saturne et que le Soleil». Non, après on a l'énergie de la planète et on C'est fait ça. bien ce qu'on veut avec notre mala puisque du coup il est juste devenu protecteur. On a pu l'activer, il nous Exactement, protège. exactement. Tu fais bien voilà, j'avais omis de dire ça, c'est une protection, voilà. Et ça va travailler, hein. Donc c'est vrai que, alors on peut le porter effectivement, certaines personnes vont le porter en bijoux, voilà. Mais c'est vrai, c'est bien qu'il soit sur la peau. Alors c'est comme ça voilà, que l'énergie aussi est activée. Et c'est notre protection, effectivement, il fait partie de nous, voilà. Et on s'en sert comme on veut. Et donc c'est vrai qu'en lithothérapie, surtout en Jyotish, on recommande vraiment que les pierres touchent la peau, Oui, pour vraiment qu'on ressente cette énergie. Je pense que tu as dû l'expérimenter, mais moi je trouve vraiment que les pierres qui sont en contact avec la peau, ça a pas du tout le même effet qu'une pierre montée, sur un montoir tout simplement. c'est ça, c'est ça. C'est vrai que et puis aussi la pierre, la surface de la pierre, en fait. C'est sûr que si tu portes un mala sur la peau, il va avoir quand même plus d'impact que si tu portes une toute petite pierre.
Bon, voilà, mais après, il faut, selon certaines personnes aussi, il faut avoir la capacité, et ça on le voit dans un thème par rapport aussi à la vitalité de la personne, il faut avoir la capacité aussi de porter un malin. C'est-à-dire que Mmh. par exemple, quelqu'un qui va avoir une vitalité un peu affaiblie, d'accord? Eh bien, on va pas lui faire porter un malin pour les 9 planètes. Parce que ça veut dire qu'il y a l'énergie des 9 planètes qui va être portée en malin, c'est fort. Mmh. Voilà, donc ça aussi, c'est à doser, pas l'excès. Mais bon, tout ça, je conseille, voilà, quand la personne me contacte mais c'est Mais vraiment d'où un l'intérêt. super outil. Et d'où l'intérêt en fait d'aller voir un praticien Joytish parce que souvent on se retrouve dans une boutique de lithothérapie avec des milliers de pierres et finalement on finit chez soi avec une cinquantaine de pierres qui viennent orner nos oreilles, nos bras, nos mains et nos coups. Mais finalement aussi on fait des fois des mauvais mélanges, des pierres qui s'associeraient pas ensemble ou on en met trop d'un coup et ce qui fait qu'après on est complètement fatigué et finalement le bénéfice de la pierre, bah, ça tourne un petit peu en maléfice du coup. C'est ça, tout à fait ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'excès de porter trop de pierres avec des énergies différentes, ou alors trop de pierres de protection, voilà, il y a un moment donné, en fait, le corps ne sait plus. Il ne sait plus. Il y a quelque chose qui a trop d'informations. Comme si on activait une transformation, qui est juste trop, en fait. Parce que finalement, C'est ça. la pierre est un outil de transformation et c'est comme si on venait, en fait, littéralement mettre un bulldozer dans qui on est et finalement, en fait, c'est plus de la transformation, c'est de la destruction. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que, voilà, c'est ce qu'on disait au début. Tout est question d'équilibre. Voilà, Mmh. trop, effectivement, il y a des personnes qui vont, effectivement vouloir, vraiment, se transformer en profondeur, mais peut-être, voilà, trop vite, trop vite. Non, en fait, tout ça, c'est vraiment très, très subtil et les pierres, elles agissent en profondeur, au niveau subtil et donc c'est très, très fort donc voilà, ça doit être dosé. Ça doit être dosé. Heu c'est vraiment, c'est pour ça que c'est bien d'être conseillé et c'est vrai que dans les boutiques alors attention, il y a de très bons conseillers dans les boutiques, mais c'est vrai que, souvent on voit des personnes avec beaucoup de bracelets au poignet, «Oui, j'ai tel bracelet parce que c'est ça, j'ai tel bracelet parce que c'est ça», bah, déjà si c'est pas activé, ben, franchement, c'est un moindre effet et trop d'énergies différentes, ça va effectivement devenir maléfique. Enfin maléfique, ça c'est un peu le jargon Jyotish. Faut pas Oui. prendre ça, les auditeurs, faut pas qu'ils prennent ça comme quelque chose. Mais euh, mais disons que ça va pas forcément apporter des bienfaits. Et puis c'est ça qui est important, je trouve, dans l'astrologie de transformation qui est le Jyotish, c'est que on porte des pierres par rapport à son thème. Voilà. Et ça, pour moi, ça a du sens parce que on a fait son thème, on a compris certaines choses, on s'est reconnu, on a compris qui l'on était, même si voilà, parfois il faut du temps pour accepter parce que l'ego parfois il veut pas accepter qui l'on est vraiment, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se passe et après il y a le lien qui se fait avec les pierres. Et donc tout ça, ça a du sens. On y met de la conscience. Voilà. Mais la base, c'est le thème. Et après, on met de la conscience pour transformer dans notre vie à travers ces outils. Mais si on fait ça, voilà, de temps en temps, on écoute tel mantra, sans avoir du sens de notre être. Voilà, d'y mettre du sens, de la conscience dans notre être. Ça, c'est vraiment, voilà. C'est un job, hein. Mmh. Et le sens, ça apporte la régularité. C'est aussi parce qu'on a du sens qu'on fait les mantras régulièrement, qu'on porte les pierres régulièrement. Et quand ça n'a pas de sens, comment est-ce qu'on peut avoir une pratique qui est régulière? Et ce qui nous transforme, bah, c'est nos routines. Comme en Ayurveda, qu'est-ce qui nous transforme? C'est notre alimentation, c'est nos routines ayurvédiques. Et finalement, sans ça, bah, rien ne peut fonctionner. Donc c'est cette conscience, comme tu le décris si bien, qui est vecteur de transformation. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que, eh bien, si on part, tout à l'heure, on disait l'excès, hein, si on relie à l'Ayurveda, l'excès, ça va quoi? Ça va augmenter le dosha vata, Mmh. voilà, et ça va en fait ça va pas nous ancrer. Ça va plutôt nous désancrer, voilà, et là, l'équilibre se perd. Voilà. C'est vraiment, tout a du sens.
Et tout est finalement, tout est fait de bon sens. Parce que en fait, c'est assez simple, tout ça. C'est tout ça, c'est assez simple. Ce que nous sommes, c'est simple, hein. C'est notre ego, nos souffrances, nos limitations qui font que c'est compliqué, hein. C'est- Au départ, c'est vrai que c'est simple, mais donc oui, oui, pas d'excès parce que sinon notre système nerveux, il est trop mis comme je disais tout à l'heure, si on veut faire tout le temps tous les mantras, faire tout bien, voilà. Et ben ça, c'est repris par l'ego, faire tout bien. Hein, c'est ressentir ce qui est bon pour nous sans excès. Voilà. Et c'est génial parce que du coup, il y a vraiment cette notion d'équanimité, d'équilibre qui est super importante. Donc, tu nous parlais des mantras et donc de la lithothérapie. Est-ce que tu as d'autres upayas qu'on pourrait utiliser avec équanimité et équilibre, encore une fois? Oui, alors donc il y a aussi donc les yagyas, les cérémonies védiques. Voilà, donc les yagyas, on va dire qu'on bon, c'est un peu plus connu sous le nom de puja. Voilà, hein, on va dire que les yagyas, c'est enfin le yagya planétaire, hein, c'est un peu la puja que l'on pratique en Inde, hein, les cérémonies du feu, voilà, où on va honorer, hein, et pendant ce yagya, eh bien, on va honorer une planète. D'accord? Donc en fait, en général le jour de la planète. Donc ça c'est vraiment un outil de transformation qui est extrêmement puissant. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que eh bien, il y a effectivement un jour de la semaine. Donc admettons, hein, je vais prendre un exemple parce que pour les auditeurs c'est toujours plus simple. Eh bien aujourd'hui on est mardi, donc mardi c'est le jour de Mars et aussi de Ketu, d'accord, puisque Ketu a la même énergie que Mars. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va honorer la planète Mars ou la planète Ketu, d'accord? On peut pas faire les deux en même temps. Donc on va faire, par exemple, on va pratiquer un yagya pour Mars, où pendant à peu près 1 heure, eh bien, on va réciter des mantras pour Mars, et puis d'autres mantras hein, de communion avec le divin, avec la conscience. Voilà, aussi il y a des gestes pour couper l'ego, pour voilà, pour aller rechercher la pureté. Voilà, tout ça se fait en sanskrit. Hein. Savoir que c'est pas la peine de. Alors quand on apprend les yagyas, bien sûr, il va y avoir une traduction en français, mais après on oublie le français et on va dans le sanskrit parce que le sanskrit c'est une langue vibratoire. Et donc la planète, enfin quand on dit la planète Mars, d'accord, en sanskrit c'est Mangal. Eh ben on voit tout de suite que énergétiquement Mangal, ça a une portée beaucoup plus forte et puissante que si on dit la planète Mars. Voilà, Mmh. hein, elle est beaucoup plus vibrante. Donc, quand on fait un yaga, ça se passe donc tout en sanskrit. Et si quand on participe à un yaga, eh bien on ne connaît pas le sanskrit, ce n'est pas grave puisque la vibration s'opère, l'énergie s'opère. Les personnes, donc pendant 1 heure, on va réciter des mantras. À un moment donné aussi, on va faire des intentions. Les personnes qui participent au yaga, puisque c'est collectif. Alors, on peut aussi faire des yagas pour une personne, voilà, si besoin. Mais en général, c'est collectif, soit en présentiel ou soit par Zoom. Moi, je sais que je l'ai fait par Zoom. Donc, en fait, je suis chez moi, j'allume un feu. Voilà, à un moment donné, je vais allumer un feu qui va représenter la planète pendant cette cérémonie. Et puis, je vais inviter les personnes à se connecter à leur chakra du cœur, se connecter à eux-mêmes, et surtout à être ensemble. Hein, cette énergie aussi collective d'être ensemble et d'œuvrer pour la planète, pour l'honorer. On l'honore ensemble. Et je vais réciter des mantras, je vais faire des offrandes aussi à la planète au cours de cette cérémonie. Et puis à un moment donné, chacun va faire ses intentions, voilà. Et je vais après brûler le thème de chacun dans le feu pour aller brûler, libérer le karma, voilà, transcender, voilà. Et après, il y a encore des mantras de la planète. Il y a aussi des mudras, hein, les gestes avec les mains, voilà. Et puis à la fin, eh bien, on visualise au niveau du troisième œil que on va aller bénir chacun
de la planète en recevant les cendres sur le troisième œil. Voilà. C'est une cérémonie qui est très puissante. Voilà. Donc c'est sûr qu'il demande, c'est pas religieux. Hein. L'astrologie védique n'est pas religieux, d'accord, parce qu'on peut toujours penser que c'est religieux. Oui, il y a des divinités derrière. On peut, voilà, on peut se connecter aux divinités. On peut avoir cette, comment dire, aussi cet attachement, pas cet attachement, j'aime pas, mais cette connexion avec les divinités. Mais si on n'est pas connecté aux divinités, on peut très bien faire un yagya. Il n'y a pas besoin d'avoir de croyances particulières, quoi. Hein. C'est juste se laisser porter pendant la cérémonie et voilà, et écouter ce qu'on ressent. C'est-à-dire pendant le yagya, on peut ressentir beaucoup de choses différentes, et même 3 à 4 jours après. Hein, on peut ressentir beaucoup de fatigue, on peut ressentir des crispations qui remontent, hein, on peut ressentir de la colère, de l'énervement. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que après avoir expliqué les qualités de la planète avant le yagya, eh bien c'est vraiment tout le temps très subtil. Quelques jours après, on peut observer la manifestation de la planète dans un événement, dans nous, une manière d'agir. C'est extrêmement subtil. Et si on est à cette écoute intérieure, si on est sensible à cette écoute intérieure, eh bien là, on opère une transformation aussi. Et Voilà. c'est génial parce que là, du coup, on est témoin de notre transformation parce qu'on est témoin de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous pendant le C'est ça. yagna et à le yagna, tout ce qui brûle, tout ce qui se transforme. Et c'est là où on se rend compte que le pouvoir purificateur du feu, et on se dit, ok, voilà, vraiment là, j'ai donné ce karma à brûler, ce karma de la planète. Et c'est ça qui est C'est ça. extraordinaire avec le yagna. Et même si on le ressent pas, ça fonctionne quand même de toute façon. Et Et plus on si, en fait, voilà, plus on a exactement. cette sensibilité aussi. Exactement. Si on ressent pas, parce que parfois, eh bien, suivant les personnes et suivant justement leur incarnation et leur thème, eh bien, l'ego peut se mettre en travers du ressenti parce que quand on met l'ego de côté, eh bien c'est comme si on se déshabillait pour faire émerger notre âme, et donc il y a toute une sensibilité qui arrive, il y a toute notre vulnérabilité qui arrive, hein, et on sait quand on est dans une société où montrer sa vulnérabilité c'est pas très bon, hein, parfois c'est mal perçu, alors que montrer sa vulnérabilité, c'est beau parce que c'est notre âme qui s'exprime. Et parfois, eh bien, voilà, dans les yagas, parfois, il y a des personnes qui disent non, j'ai rien ressenti. Ben, c'est pas qu'il n'y a pas de ressenti, c'est que c'est pas perçu parce que le mental, il se met devant. Et voilà. Mais c'est pas grave. Comme tu dis, le travail se fait et que à force, parce que c'est comme en Ayurveda, ce qu'on conseille, et c'est pareil en astrologie védique, c'est quand même la régularité qui fait l'efficacité. Donc les yagyas, voilà, c'est une pratique, c'est une rencontre avec soi à chaque cérémonie. Voilà, voilà, c'est un temps que l'on s'accorde. C'est comme une méditation, voilà, où on se laisse porter. Et c'est pas effectivement en faisant un yagya que notre vie va se transformer. Sache aussi, il y a rien de magique. Voilà. Alors, il peut y avoir de la C'est magie, très des fois, ça peut subtil, être transformatif. ça agit dans Des tous les fois, non. corps. Mmh. Des fois, il faut être un petit peu patient en ce qui concerne les remèdes et aussi parce qu'il y a cette résistance de l'ego qui est forcément là et qui empêche du coup aussi à la magie des fois d'opérer et à l'action transformative d'opérer. C'est une quête, c'est une quête. À partir du moment où on est sur ce chemin de la transformation, c'est pas pour ça que dans cette vie, enfin, ça on le voit dans le thème, voilà, certains ont dans cette vie moksha, la libération, d'autres non. Et pour certains, ça va être facile d'accéder à cette libération, à se lâcher prise. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Et ça, on va le voir dans le thème. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est de cheminer. Et puis oui, bah, des fois, c'est pas confort ce qu'on vit. OK. Mais c'est OK. En fait, c'est arriver à ce que tout soit OK. Hein, c'est le lac. Voilà. Hein, chaque fois qu'on jette un petit caillou, ploup, ploup, ça fait des vibrations dans tous les corps. Ça crispe, c'est pas confort. Eh bien, c'est vrai que c'est arriver à ce qu'à l'intérieur, ce soit calme, quoi, quels que soient les événements. Parce que
eh bien, quand on fait son thème et qu'on voit que il y a ces forces supérieures qui opèrent, hein, ces planètes, tout opère, eh bien, on sait que la vie, de toute façon, ne nous veut que du bien. Et ça te permet de développer la foi, ce bhakti aussi, quand on est dans La ce vie, voilà. calme-là. Mmh. Avoir la foi en la vie et, et voir que tous les événements que l'on vit, même si c'est pas agréable, même si c'est pas confort, on doit les vivre. Et ça, on voit à travers le thème, en parlant avec la personne que, bah oui, vous avez vécu ça. Oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. On voit il y a une synchronicité entre ce qu'on dit et ce que la personne, voilà, dit. Et donc, en fait, c'est se laisser porter par le divin. Alors, le divin, on l'appelle comme on veut, hein. On n'est pas obligé de l'appeler le divin si on n'est pas croyant. D'accord? Ça, c'est pas un problème. On peut l'appeler comme on veut. Mais c'est se laisser porter par le divin parce que seul le divin sait ce qui est bon pour nous. Tout est prévu. On voit à travers notre thème que tout est prévu. Donc, ça sert à rien, et ça semble très simple, mais c'est pas si simple dans la matière. Ça sert à rien d'avoir des réticences ou d'aller avec le mental aller tricoter des choses. Bon, c'est ce qu'on fait, mais c'est comme ça. Mais en fait, ben la vie, elle sait ce qui est. Voilà, le divin, voilà, il a prévu ça pour nous, voilà, et on le voit au travers des événements. Ben, le tout, c'est d'être ok avec tout ce qui se passe. Il se passe ça, ok, c'est ok, je suis calme à l'intérieur. Il se passe ça, ok, voilà, c'est ça. Si on n'est pas ok avec un événement de la vie, c'est qu'il y a une mémoire derrière qui est à libérer. Une mémoire, une crispation, quelque chose, un conditionnement. Voilà, hein, c'est vraiment ça appuie sur les boutons à chaque fois et ça nous réveille. Et c'est ça aussi l'astrologie de transformation, c'est que à chaque fois, si on a cette conscience, on dit ah là, ça y est, il y a quelque chose qui n'est pas confort dans ce que je vis. Je vais aller voir ce que c'est. Voilà, c'est comme ça qu'on transforme. Mais c'est pour ça que au début, je disais c'est une vigilance au quotidien. Parce que si on n'est pas vigilant au quotidien, on oublie tout ça. Donc finalement, tout est lié à notre présence. À quel point est-ce qu'on est présent dans ce moment présent et finalement à quel point est-ce qu'on est conscient de quel bouton est activé à quel moment, par quelle personne et par quel événement. Et du coup, on a aussi toute cette partie d'action de qu'est-ce que je fais avec cette réactivité qui s'anime en moi. Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Est-ce que je suis dans Sattva Guna, Raja Guna ou Tama Guna? Est-ce que je suis dans la pureté, l'action C'est ça. inappropriée ou l'inertie inappropriée? Et finalement, ça nous questionne vraiment parce que ces actions, cette prise de conscience, ça joue aussi beaucoup sur notre libre arbitre. Du coup, quelle est la place de notre libre arbitre dans ce qui nous arrive? Comment je décide d'interpréter les événements? C'est ça. Donc, en fait, pour agir, déjà, ben, le mieux aussi, c'est d'avoir du recul. Si on plonge dans l'événement et dans la réaction du tac au tac, bon, on n'a pas forcément le recul. Donc, c'est vrai que le recul, être le témoin, voilà, ça nous permet de prendre de la distance. Toujours de prendre de la distance et quand on prend de la distance, c'est moins douloureux déjà, parce qu'on s'identifie plus. Et là, après, on peut agir ou ne pas agir en conscience. Voilà, ou alors aussi, on laisse, on peut demander aussi à la vie, ok, montre-moi le chemin. Je sais pas, montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Et en général, il se passe des choses. Il faut pouvoir les voir, ces choses. Et c'est uniquement, Il tu faut vois, quand on est pouvoir les voir. C'est ça que le thème, c'est pour ça que le thème, il est vraiment transformateur. C'est parce qu'il permet de voir tout ça. Et ça n'a rien à voir avec de la religion. Non, on est dans la matière. De toute façon, c'est aussi ça, c'est que on est dans cette vie, l'âme, elle s'est incarnée pour vivre. Donc, il s'agit pas de dire, bah non, je peux pas vivre ça, je peux pas vivre ça. Non, on est là pour vivre. On est là pour vivre cette vie. Donc, il s'agit pas de sortir de la matière. La matière, on est là pour expérimenter des choses. L'âme, elle est venue pour expérimenter. Bah, à travers le thème, on voit qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, déjà. Qu'est-ce qu'elle est venue régler? Beaucoup de choses, pas beaucoup de choses, dans quel domaine? Ok, déjà, ça nous guide. Mmh. Voilà. Certains, après le thème, bon ben, c'est juste, ok, une curiosité, et voilà, ça va en rester là, pour certains. Et d'autres,
ça va cheminer. Et c'est un vrai travail sur soi. Le Jyotish, c'est un travail sur soi, comme on peut aller voir. Enfin, moi, je dis même quand on peut aller voir quelqu'un, on peut aller voir un psy, ou c'est une forme de travail sur soi très profond. Carrément. Et même le fait qu'on ait ces transits, qu'on ait ces révolutions solaires, qu'on ait aussi ces transits mensuels et annuels, ça nous fait aussi, c'est un peu comme notre séance update chez le psy, où les planètes viennent un petit peu vérifier si on a, entre guillemets, maîtrisé ce sur quoi le karma venait appuyer ou non. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que si on développe notre ressenti, notamment pardon, au travers des mouvements de la Lune, comme tu l'exprimais en début de podcast, si on arrive à se connecter à ces mouvements de la Lune et ces mouvements des astres, on arrive à comprendre nos propres mouvements intérieurs et qu'est-ce qui doit être purifié, nettoyé. Et finalement, on est constamment dans ce cycle de réincarnation intérieure à chaque fois. On est et puis on remeurt et on transmute. Donc on est constamment dans ce processus alchimique qui est passionnant parce qu'en fait, il suffit de regarder le ciel et de se dire, OK, ce qui transmute à l'extérieur, ça transmute à l'intérieur de moi. Et du coup, il y a ce parallèle qui se fait et on se dit que la nature, elle est à l'extérieur et elle est à l'intérieur. Et moi, je trouve ça magnifique. Ouais, complètement, c'est vrai. Et ça, cette révolution solaire, elle est hyper, pas la révolution solaire, les périodes planétaires, le Vimshottari, est hyper important parce qu'on voit vraiment l'énergie de la planète qui se joue, voilà, qui se joue. Alors, comment ça fonctionne le Vimshottari, les périodes planétaires? Mais c'est-à-dire, en fait, on vit des périodes planétaires. C'est un cycle qui vraiment les planètes s'enchaînent comme ça, voilà, tout le temps, c'est le même cycle, d'accord? Et chaque planète a une durée, d'accord? Son cycle a une durée, voilà, précise, qui va être différente. Saturne, c'est 19 ans, par exemple. Voilà, donc il y a des périodes plus ou moins longues. Et en fait, selon quand on rentre, par exemple, dans la période, admettons, de Saturne, qui va durer 19 ans, eh bien, on va voir dans quelle maison se trouve la planète Saturne, et en général, c'est cette maison-là qui va être activée. Donc on sait, ça va nous, voilà, c'est l'énergie de la planète qui va être activée. On reprend les qualités de la planète et justement, on va pouvoir mettre de la conscience dessus, Et comme tu dis, la conscience donc intérieure par rapport à ce qui va se passer à l'extérieur. Et ça va faire du sens. Donc en fait, c'est aussi dire, bah ok, en ce moment il se passe ça. Ah bah oui, je suis dans cette énergie de planète. Alors il faut savoir qu'il y a 5 sous-périodes, c'est-à-dire que on a la période planétaire, ce qu'on appelle le dasha, et après on a la sous-période planétaire et on a 5 sous-périodes. Voilà. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai que quand on n'est pas quand on n'est pas astrologue, bon, c'est un peu compliqué d'aller dans les sous-périodes. Mais déjà voir l'énergie de la période dans laquelle on est, franchement, moi je trouve que ça évite au mental de tricoter, quoi. Mm. Ah ok, je suis d'accord, ok, c'est ça qui va jouer en ce moment, voilà. C'est vraiment se laisser porter par l'énergie. Donc ça, ces périodes planétaires, elles sont hyper importantes, hyper importantes. Dans l'expérience. On est juste dans l'expérience de OK, c'est une nouvelle phase, c'est quelque chose de nouveau. Et finalement, on redevient un peu des enfants en se disant, bah tiens, c'est un peu comme un nouveau jeu, tu vois, on expérimente, une nouvelle règle du jeu, c'est un nouveau jeu simplement qu'on ouvre. Et finalement, avec ce Joy-Tish, on arrive à prendre, bah, comme tu le disais, beaucoup plus de recul et se dire que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est juste des pièces d'un puzzle, c'est juste de nouvelles façons de jouer les cartes et de se dire, bah OK, comment est-ce que je vais jouer? Est-ce que je vais prendre du plaisir ou non à jouer? Et est-ce que je peux juste aussi accepter que, bah, mon jeu, il soit pas très bon et que je joue quand même parce que de toute façon, on n'a pas le choix de jouer. C'est ça, c'est ça. Alors c'est vrai, là, bien sûr, on veut avoir tout le temps cette fluidité. C'est sûr que c'est pas fluide tous les jours. On va pas croire que On va pas croire que même quand on est astrologue, tout est fluide tous les jours, pas du tout, voilà, ça crispe, voilà, l'ego il est encore là, mais le tout c'est d'y mettre de la conscience et de savoir qu'il est là et que on met les outils en place pour justement aller transformer ça et pour que à l'intérieur on se sente apaisé. Et si on se sent apaisé à l'intérieur, on est aussi en meilleure santé. Mmh. Parce que si je fais un petit pont avec l'Ayurveda, mais enfin, je veux dire qu'ils sont vraiment
pour moi, l'Ayurveda et le Jyotish sont vraiment des sœurs. Eh bien, si notre santé, on va dire émotionnelle, elle est bonne, eh bien, quand même, le corps, il sera en meilleure santé. Mmh. Parce que, bon, on sait très bien que, au départ, c'est toujours une pensée. Il y a beaucoup de pensées qui se baladent partout et il y en a une qui vient s'accrocher à nous. Voilà. Et comment elle va être digérée par le corps et l'esprit? Est-ce qu'elle va être bien digérée? Est-ce qu'elle va être mal digérée? Si elle est mal digérée, elle va créer, voilà, les toxines ou la pathologie. Si elle est bien digérée, c'est OK, mais toutes les pensées ne sont pas bien digérées. Donc, allez voir à la racine, à la source, hein, c'est ce qu'on fait en Ayurveda, aller chercher à la source. Et en Jyotish, eh bien, on va aussi voir à la source, on va voir la racine. Et quand on va voir la racine, eh bien, voilà, on va au fur et à mesure comprendre, mettre de la compréhension et avoir une meilleure digestion, digestion de notre vie au quotidien et donc une meilleure santé et un meilleur bien-être dans notre corps. Voilà. C'est ça aussi qui est super dans cette astrologie, c'est que elle vient chercher aussi l'harmonie du corps, de l'esprit. Voilà. Donc c'est là où on revient à l'Ayurveda. Voilà, pour avoir cet équilibre, cette harmonie. Et voilà, donc en fait, ça transforme beaucoup de choses. Voilà, Et c'est pas la et peine le d'aller mettre plein de compléments alimentaires, plein de si au départ, pour moi, on n'a pas fait ce travail, quoi. Mais carrément. Puis ça fait le lien avec les yagnas aussi. Tu as le feu du yagna qui purifie le karma, puis tu as le feu Agni de l'Ayurveda qui vient purifier à la fois le système digestif et l'esprit. Et on se rend compte du coup à quel point le feu pardon, est l'outil transformateur. Et que tu dis, bah en fait, il suffit de travailler avec ce feu purificateur pour se transformer. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que souvent, ben, je vois hier, j'ai fait le yoga pour la lune et il y avait une personne qui m'a dit, ah là là, mais j'ai ressenti beaucoup de feu à l'intérieur, quoi. Ah oui, voilà, le feu de la, voilà, aussi, ça recircule, il y a la chaleur, il y a quelque chose qui se transforme. Mm. Voilà, donc c'est très puissant les yagyas. Vraiment, je pense que c'est l'outil de transformation le plus puissant, vraiment, qui est bon. Après, effectivement, de coupler avec les mantras, tout ça, le travail sur soi, ça fait beaucoup de choses. Mais en fait, ça peut paraître pour les auditeurs beaucoup, mais c'est une manière de. C'est comme si on voit sa vie d'une autre manière. C'est un autre prisme, voilà. C'est vraiment aborder son incarnation, sa vie, voilà, par le prisme des planètes, des énergies planétaires, et qui sont vraiment très influentes. On n'a pas conscience au départ, si on connaît, on n'a pas conscience de cette forte influence des planètes, qui est énorme, vraiment. Et c'est à ça que sert vraiment Joity, c'est de prendre conscience de ces astres qui finalement aussi sont là pour notre bien malgré tout parce que les astres sont des divinités et qui sont là vraiment pour être vecteurs de cette transformation sans malveillance ou de quoi que ce soit. Souvent on associe le karma à quelque chose de dramatique ou quelque chose qui serait pas bien pour nous alors qu'au contraire, ce karma, il est l'outil de la transformation et les planètes, quand on comprend comment est-ce qu'elles interagissent avec nous dans notre thème et puis au travers des transits, on se dit waouh, en fait il y a tout ça qui vit en moi, qui vit à l'extérieur de moi et c'est magique d'en prendre conscience parce que du coup on développe ce discernement par rapport à ces mouvements qui est juste dingue. C'est vrai, et c'est vrai quand on prend par exemple la planète Saturne, hein, qui est beaucoup, on dit c'est toujours une planète, oui c'est une planète maléfique, qui ramène le karma le plus lourd, tout ça, mais en fait Saturne c'est une c'est la plus belle des planètes parce qu'une fois qu'on a compris son fonctionnement, qu'elle nous ramène les événements lourds pour que on plonge dans notre intériorité, on aille voir ce qui s'y passe pour que ce soit détendu, libéré, et qu'après justement on soit en paix, eh bien elle est la meilleure planète enfin une des plus belles planètes de protection, parce que c'est la plus lente, c'est la plus lointaine, donc elle nous protège. C'est Donc ça. Puis Saturne nous offre cette discipline, cette rigueur.
qui nous permet d'avancer. Il a vraiment ce côté, moi je trouve il a une assise qui vient nous protéger et qui vient nous dire: «T'inquiète, tout va bien se passer». C'est vraiment enfin pour moi la quintessence du yogi enfin expérimenté qui a vraiment cette connaissance universelle et c'est pour ça que c'est vraiment une belle planète. Donc des fois, on peut aussi avoir des a priori et réellement étudier le Joy-Tish, ça nous permet d'enlever ces a priori sur les planètes, carrément. Oui, bah, toutes les planètes, elles ont des qualités, elles ont des belles qualités. Toutes les planètes sont belles. Voilà, c'est juste que parfois, voilà, par rapport au thème, elles vont s'exprimer d'une manière différente, mais l'énergie va s'exprimer d'une manière plus ou moins bonne, mais la planète en elle-même, elle est toujours belle Mm. et elle ne nous veut que du bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment une oui oui une astrologie très puissante et c'est vrai que pour en revenir au corps, parce que voilà, on arrive dans cette incarnation dans un corps, d'accord? Ce corps, on sait qu'on doit en prendre soin, mais ce corps, il peut être malmené par une mauvaise digestion des pensées, de la santé émotionnelle qui provient du passé Mm. et qui est exprimée par les planètes. Donc si on ne fait rien, c'est vrai que voilà, mais le tout c'est de voir ça. On n'est pas obligé de tout régler d'un coup, ça on a dit, hein, pas d'avoir d'excès, mais le tout c'est de voir, comprendre, reconnaître les choses, reconnaître, voilà. C'est comme ça, voilà, je reconnais que c'est comme ça. Je reconnais que j'en suis là, je reconnais que c'est comme ça. À partir du moment où on reconnaît, on peut commencer à se transformer. Mais si on reconnaît pas et que l'ego il est toujours là à dire non, 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 c'est pas la peine, parce que l'ego il aime pas souffrir, hein. L'ego il déteste ça, il déteste les zones, il déteste sortir de sa zone de confort, il déteste se transformer. Bon, franchement, voilà. Donc il va faire tout pour qu'on se transforme pas. Mm. Et plus il y a des souffrances, plus il est fort. Mm. Voilà. Donc plus il est difficile à se déloger, quoi. Donc, mais à partir du moment où on le reconnaît et on commence à comprendre sa stratégie, voilà, là, pour moi, on peut commencer à faire un travail. Voilà. Parce que à partir du moment où on l'identifie, on le reconnaît, ça veut dire qu'on prend un peu de distance. On ne s'identifie plus à l'ego. Là, on peut commencer à une transformation. Donc finalement, peut-être pour résumer notre astrologie transformative, le maître mot, ce serait en fait de voir et l'acceptance finalement, l'acceptance de ce Mm. qui doit être accepté et ce qui doit être... Voir, reconnaître, pour pouvoir se rencontrer. C'est beau. Je pense que c'est notre phrase peut-être de conclusion sur cette astrologie transformative. Voir pour se rencontrer, se reconnaître, c'est magnifique. Et du coup, bah, peut-être pour nos auditeurs qui aimeraient partir à la rencontre de qui ils sont, voir finalement quels sont leurs karmas, est-ce que c'est possible de réserver des lectures avec toi? Et si oui, par quel biais, par quel moyen? Oui, alors par le biais de mon site internet anahataayurveda.fr ou alors sur Instagram aussi, j'ai un compte ou par mail. Parfait. Donc moi, je Voilà. mettrai tout ça dans la barre d'infos pour nos auditeurs, pour ceux qui aimeraient du coup entamer ce processus transformatif au travers de l'astrologie. Et puis bah, Caroline, en tout cas, j'ai adoré parler astrologie transformative avec toi. Ouais, moi aussi, c'était vraiment un plaisir, ouais. Ça donne encore C'était envie de s'y fluide. plonger encore plus longtemps, tellement c'est passionnant. Et en fait, à quel point c'est juste jamais fini le Joy-Tish, parce qu'on peut toujours C'est jamais creuser. fini, non. C'est tellement vaste, tellement illimité. Mais comme notre potentiel finalement. C'est autant limité que ce que nous décidons de nous limiter nous-mêmes, en fait, finalement. Et c'est ça qui est beau avec le Joy-Tish, c'est qu'on peut casser ces codes de la limitation et se transformer et atteindre du coup cette conscience qui est notre objectif à tous. Donc en tout cas, bah, merci beaucoup de nous avoir partagé Bah, ton merci à savoir. toi, super. C'était un vrai plaisir et puis, bah, au plaisir de te revoir peut-être une prochaine fois sur ce podcast. Je te remercie, Justine. Merci beaucoup.